Et cette question de la réinvention de soi, ce matin, elle a été posée par quelqu'un dans le public à François Sureau à propos de la démocratie. Quelqu'un lui a dit, mais alors comment on fait pour réinventer la démocratie? Donc ça se pose aussi bien pour les individus que pour les collectivités et les formes aussi d'organisation de la société. Et je vais donner la parole à quelqu'un maintenant, Jean-Claude Monod, qui est juste à ma gauche, qui est déjà venu au forum, je le remercie pour sa fidélité, qui travaille et qui a beaucoup travaillé justement sur cette question d'une possible réinvention de soi de la démocratie, ou en tout cas sur la fragilité démocratique, sur à la fois les forces, mais aussi les limites, les failles, les contradictions de la démocratie, peut-être la mélancolie aussi, dont parlait Sarah Chiche à l'instant. Il a publié plusieurs livres sur des sujets qui explore ces questions, notamment « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» qui est un livre qui porte sur la question du charisme en politique, publié au Seuil en 2012, je crois. Et puis aussi « L'art de ne pas être trop gouverné », ça rejoint un peu le « je préférerais pas ». Voilà, « L'art de ne pas être trop gouverné » au Seuil aussi en 2019. Et de livre en livre, mais aussi comme éditeur, puisqu'il co-dirige une collection très prestigieuse au Seuil qui s'appelle l'Ordre philosophique, et aussi également dans le cadre de la revue Esprit, puisque la revue Esprit, qui est une très belle et vénérable revue, a été reprise depuis quelques années par une jeune équipe pleine d'entrain et d'imagination. Eh bien, dans ses livres, dans la revue Esprit, avec la collection, enfin comme éditeur aussi, Jean-Claude Monod bâtit une réflexion depuis des années de plus en plus solide, de plus en plus ferme comme ça, et originale, où il mobilise des penseurs classiques, notamment, c'est un grand spécialiste de la philosophie allemande, des philosophes allemands, mais aussi des penseurs plus contemporains, dont les noms ont été parfois un peu vite oubliés. On ne l'a pas encore cité aujourd'hui, mais je pense que ça va revenir tout du long de ce forum. Claude Lefort, qui a été un grand penseur antitotalitaire et qui est mort il y a quelques années, dont Jean-Claude Monod connaît très bien l'œuvre, et qui considérait justement qu'on ne peut pas penser l'avenir des démocraties et la façon dont elles pourraient se réinventer sans avoir en tête les expériences, les leçons de l'expérience totalitaire qui a marqué le XXe siècle. Et donc c'est dans ce sillage, entre autres, que Jean-Claude Monod, donc avec l'idée que la critique, y compris vigilante, mais même impitoyable de la démocratie, est indispensable à sa survie, que donc Jean-Claude Monod non seulement poursuit ses recherches, mais aussi intervient régulièrement, lui aussi, dans le débat public, comme il l'a fait ces dernières années, notamment à propos de la crise sanitaire et des diverses limitations des libertés que cette crise a parfois entraîné. Merci beaucoup Jean-Claude d'être là aujourd'hui. Donc je vous passe la parole pour également 20 à 25 minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation généreuse. Alors la question titre de ce colloque nous invite à nous interroger donc, sur notre liberté, sur le degré de liberté peut-être que nous avons atteint, peut-être sur l'existence ou la réalité même de cette liberté qui serait enfin la nôtre, mais qui, comme le suggère le point d'interrogation du titre de ce colloque, pourrait s'avérer plus ou moins illusoire. Alors, dans le champ de la philosophie, c'est une forme de philosophie, donc dans le champ de la philosophie théorique, de la métaphysique notamment, on s'est beaucoup demandé si notre liberté en tant qu'être humain était réelle, ou même si elle était seulement possible, si la liberté en général était possible, dès lors que nous sommes aussi des membres, des éléments d'un monde régi par des lois naturelles, des enchaînements de causes et d'effets. Donc comment pouvons-nous commencer quelque chose, initier quelque chose, ce qui est une expression de la liberté, être la cause nous-mêmes de quelque chose, alors que nous sommes nous-mêmes pris dans des relations de cause et d'effet. Alors, on s'est aussi demandé si une expérience de la liberté était possible. Alors, un philosophe, des plus fameux philosophes modernes, philosophe allemand Emmanuel Kant, a répondu négativement, d'un sens. Si il s'agit d'une expérience interne, en tout cas psychologique, aussi bien qu'une expérience externe, comme celle que font aussi les sciences. Enfin, la liberté ne se donne pas dans une intuition de soi à soi. Si je creuse en moi-même, je ne trouve pas la liberté, et elle n'apparaît pas non plus dans des éprouvettes et des tubes à essai. Donc, la liberté semble se dérober à l'expérience. En revanche, note Kant, dès que nous passons au domaine pratique, moral, et sans doute juridique, la liberté est présupposée, c'est-à-dire comme une évidence. C'est-à-dire si je n'étais pas libre, on ne pourrait même pas m'imputer mes actions.
on ne pourrait pas en appeler à ma responsabilité envers ce que je fais. On ne pourrait pas me blâmer ou me féliciter pour ce que je fais. Et dès lors, la vie morale n'aurait pas d'enjeu. En fait, la morale n'aurait pas de sens. Et c'est d'ailleurs la solution kantienne, si l'on veut, au problème théorique de la liberté. C'est de dire que ce problème ne peut pas se résoudre au plan théorique, mais il est toujours en un sens résolu parce que je postule la liberté au plan pratique, pour donner sens à mes actions. Donc c'est là qu'il faut chercher la réponse. Alors, quant au domaine politique, peut-être que c'est aussi là qu'on peut avoir l'impression de voir la liberté se manifester parfois, vraiment se montrer. Alors si on en croit, alors, je ne vais pas parler de Claude Lefort aujourd'hui, mais je vais parler d'une autre grande théoricienne du totalitarisme et de la République, etc., qui s'appelle donc Hannah Arendt, d'origine allemande, qui a fui le nazisme et qui a ensuite cherché à comprendre ce qui s'était passé, d'ailleurs à théoriser le totalitarisme. Arendt estime que c'est justement au domaine politique qui est intimement lié le concept de liberté dans notre tradition occidentale. Même d'ailleurs, en fait, plus que la philosophie est un peu obligée de s'intéresser à la liberté chez les Grecs, par exemple, mais chez les Grecs du 5e siècle, à Athènes, la liberté est ce qui apparaît dans le domaine politique, ce qui est la condition de la politique. Alors, la condition, d'ailleurs, avec une certaine ambiguïté, parce que donc, la politique, c'est par excellence l'activité libre, l'activité des hommes libres, des citoyens. Des hommes libres d'ailleurs, il faut aussi. Et il y a ça donc une contrepartie négative sur laquelle je reviendrai, c'est que le fait que la liberté, cette liberté de participer aux activités de la cité, à la délibération, etc., suppose d'être soi-même délivré des activités serviles et se repose en fait sur l'existence d'êtres humains qui sont, eux, voués à cette activité servile, c'est-à-dire essentiellement les esclaves et les femmes. Les esclaves et les femmes s'occupent des activités du foyer, de l'économie, de la maison, de la production et de la reproduction de la vie. Mais eux ne sont pas des citoyens. Mais ce sont eux qui rendent possible l'existence de citoyens libres, c'est-à-dire d'hommes mâles libres, qui ne sont ni esclaves ni femmes. Donc, ce qui est intéressant dans ces textes d'Arendt sur la liberté, notamment un petit texte qui a été publié récemment qui s'appelle « La liberté d'être libre », c'est qu'il y a en quelque sorte un redoublement, une condition, c'était comme si pour être libre, il fallait déjà être libre à l'égard de la nécessité, la vie quotidienne. Pour pouvoir être libre politiquement, il fallait être libre vis-à-vis des contraintes de la production, du travail, etc. Et d'ailleurs, Arendt souligne qu'en un sens, donc, la liberté a été et demeure peut-être d'ailleurs un privilège. La liberté est une chose qui n'est pas universellement partagée, qui historiquement et souvent a été l'apanage, au moins ce sens de liberté politique, de quelques-uns. Alors, à travers l'histoire, justement, si on peut parler de manifestation de la liberté, c'est qu'on a l'impression que, justement, ce privilège a été contesté, qu'il y a eu des moments de libération. Alors, la libération, il y a une distinction intéressante, peut-être ici, entre la liberté et la libération. La liberté, on a l'impression que c'est un peu un temps faible de l'expérience de la liberté, alors que la libération, ce serait ce temps fort où des individus sortent d'un état dominé, un état éventuellement d'esclavage, un état de domination. Et c'est là qu'on a l'impression de toucher du doigt la liberté, de sentir la liberté. Et c'est ce qui suscite aussi l'enthousiasme, éventuellement. L'enthousiasme pour la liberté. L'enthousiasme pour la liberté, quand on voit un peuple se libérer de l'oppression, par exemple. Et Kant lui-même, qui était quelqu'un d'assez calme, etc., s'enthousiasme, en un sens, pour la Révolution française, et il note l'enthousiasme de spectateurs qui n'ont rien à voir avec la France, mais qui s'enthousiasment pour, en fait, la liberté. Et peut-être pour l'extension de la liberté, on s'enthousiasme aussi, sans doute, historiquement, quand on voit, justement, par exemple, un groupe exclu, soit une minorité ethnique, ou les femmes, accéder à plus de liberté, donc quand la liberté devient de moins en moins un privilège, en quelque sorte, et de plus en plus quelque chose qui est partagé. Alors, où en sommes-nous de cette histoire? Est-ce que, comme Kant cherchait à le faire, on peut chercher des signes d'extension de la liberté ou de réduction de la liberté?
Est-ce qu'on peut mesurer son degré d'accomplissement, mesurer aussi peut-être qu'il faut préserver de libertés conquises, dont nous ne mesurons peut-être pas le prix, et est-ce qu'il faut étendre, est-ce qu'il faut conquérir de nouvelles libertés? Alors c'est évidemment une question 3 fois trop, ou même 10 fois trop ambitieuse pour les quelques minutes dont je dispose, mais j'aimerais faire quelques hypothèses, un petit peu avec Kant, avec Arendt, et avec un troisième philosophe dans un instant. Alors, donc il y a cette distinction qui me semble importante entre liberté et libération, mais comme le souligne Arendt elle-même, la libération n'est à son tour sans doute qu'un moment d'une pleine transformation politique, et notamment d'une pleine révolution. Elle écrit notamment dans un essai sur la révolution qu'elle a rédigé. Pourquoi? Parce que la libération, c'est le premier moment de la révolution. Mais une révolution, pour que ça fasse vraiment le tour, il faut que ça instaure un ordre nouveau, un ordre séculier, dit-elle. Donc la libération, c'est en quelque sorte la moitié de la révolution. Et aujourd'hui, on voit, il y a des révoltes, des révolutions souvent ratées, c'est-à-dire que le premier moment, parfois réussi, comme par exemple les printemps arabes, ça fait s'écrouler des régimes policiers, etc. Contre le deuxième moment, celui de la fondation d'un ordre de la liberté, comme dit Arendt, la fondation d'un ordre de la liberté, ça c'est beaucoup plus difficile. Ça a été extrêmement difficile en France, d'ailleurs, comme elle le note, avec la Révolution, qui a ensuite donné lieu à la terreur, à des restaurations. Donc la question de et c'est en même temps par là que la liberté devient durable, devient quelque chose dont on aura en un sens le privilège de ne même plus sentir qu'on profite, parce que ce sera traduit dans des institutions, dans des normes juridiques, dans des formes de gouvernement dans lesquelles on peut se reconnaître et dont on peut éventuellement exercer, à l'égard desquelles on peut exercer une critique publique, contre lesquelles on peut manifester, qu'on peut révoquer par le vote. Toutes ces choses qui nous semblent très évidentes, mais qui sont en un sens évidemment des conquêtes de la liberté, des conquêtes démocratiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette perspective, nous sommes sans doute dans un moment caractérisé, un certain nombre de politologues, etc., parlent plutôt d'une vague autoritaire, d'un moment plutôt marqué par un recul de ce mouvement vers davantage de liberté politique et plutôt marqué par une poussée autoritaire, souvent favorisée par des formes de nationalisme et de xénophobie, aussi dans bon nombre de démocraties libérales. Alors, on peut aussi s'interroger, c'est autre chose, on se dit, bon, mais là, je donne l'impression de considérer qu'avec nos institutions démocratiques et tout, nous sommes enfin libres, et puis il y a des gens qui vont peut-être un jour accéder à la liberté. Mais non, on peut s'interroger aussi sur le type de liberté dont nous disposons dans nos démocraties libérales, et estimer que cette liberté n'est pas non plus tout à fait satisfaisante, notamment parce que peut-être des forces, alors non plus forcément des forces politiques, mais des forces économiques très puissantes, contribuent à façonner nos vies très puissamment, sans que nous en ayons éventuellement conscience. Alors ici, j'aimerais citer un philosophe moins connu que Kant et qu'Arendt, mais très intéressant à mon sens. C'est le philosophe américain du XXe siècle, John Dewey. Alors, je le prononce mal, mais Dewey, mais ça s'écrit D-E-W-E-Y. D-E-W-E-Y, John Dewey. Alors, Dewey publie en 1935 un essai qui s'appelle « Liberalism and Social Action », qui a été traduit, dans le titre, a été traduit d'ailleurs de façon contestable, après le libéralisme. Alors, en fait, Dewey n'entendait pas dans cet essai tourner la page du libéralisme politique, mais plutôt montrer ses limites historiques pour, en un sens, approfondir ou généraliser la liberté. Le libéralisme classique politique, estime Dewey, a été essentiellement une défense de l'individu contre les abus des pouvoirs politiques et religieux, contre un État arbitraire, despotique, contre un État d'ailleurs qui prenait éventuellement des mesures aberrantes, des mesures de restriction aberrantes des activités économiques aussi, et contre des églises intolérantes, généralement alliées à l'État pour imposer leurs dogmes.
ou telle forme de foi contre ce qu'elle considérait comme des hérésies, etc. Alors, les libéraux du XVIIe, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle ont, pour Dewey, fourni un effort théorique et pratique très important pour nous libérer de ces abus, pour faire en sorte qu'on puisse croire ce qu'on veut sans être poursuivi par une église alliée à un État, qu'on puisse à peu près exprimer, publier ce qu'on veut sans être poursuivi par la police, etc., sans être arrêté arbitrairement. Donc, Dewey note que ces libéraux avaient compris que, je cite, l'intérêt politique personnel des dirigeants, ici politique et religieux, faute d'être soumis au contrôle social et encadré par lui, engendre des actes propres à détruire la liberté du peuple, la liberté des masses populaires, dit-il. D'où la défense d'un gouvernement représentatif qui devait orienter l'action des dirigeants politiques vers l'intérêt du peuple. Alors c'est une chose tout à fait nécessaire, estime Dewey, mais insuffisante, car, dit-il, les libéraux ne se rendirent pas compte qu'un contrôle social des forces économiques était tout aussi nécessaire si l'on voulait parvenir à assurer un certain degré de liberté et d'égalité économique. Donc ces libéraux auraient dû ajouter au contrôle social du politique, en sorte, un contrôle social aussi, un certain contrôle social des forces économiques. Alors, est-ce que Dewey est en train, à ce moment-là, de prôner une forme d'économie entièrement administrée telle qu'elle existe en Union soviétique? Non, parce que Dewey estime qu'il faut évidemment laisser aussi les individus créer leurs activités économiques, mais il veut à la fois éviter ce qu'il appelle un contrôle politique direct de l'économie et ce qu'il appelle un contrôle privé illimité par ce qu'il appelle le big business. Le big business, il ne faut pas faire un dessin, ce sont les conglomérats, les énormes entreprises qui exercent, dit-il, une influence considérable aussi sur la loi, donc sur l'intérêt commun, sur la fabrique de l'intérêt commun, à travers le lobbying, à travers la production d'un savoir orienté, etc. Et toutes ces réflexions sont aujourd'hui très souvent citées de Dewey dans le cadre d'une réflexion sur ce que nous, en quelque sorte, ce qu'il appelle le public, ou les publics, devrions faire pour, en quelque sorte, contrer cette influence illimitée du big business sur la loi, sur nos vies indirectement. Alors, c'est pour ça que j'avais évoqué dans le titre de cette communication la question de la liberté concrète. En un sens, Dewey réfléchit aussi à une façon d'aller au-delà de la liberté politique, de donner des supports sociaux aux individus pour qu'ils ne soient pas dans la misère, et donc de faire en sorte de contribuer un peu à cette liberté d'être libre dont parle Arendt aussi, c'est-à-dire des conditions économiques, sociales nécessaires pour exercer ses activités citoyennes, pour exercer sa liberté. Cela le rapproche d'une tradition socialiste et marxiste, mais contrairement à Marx, ou au moins à l'interprétation marxiste-léniniste de Marx, Dewey ne voulait pas du tout opposer ce que Marx appelait la liberté réelle à la liberté formelle, ou des droits ou le droit considéré comme le domaine du formel, parce qu'il n'est pas vrai que le droit ce soit le domaine du formel. Si vous voulez, le droit de ne pas être arrêté arbitrairement, le droit de ne pas être torturé, le droit de s'exprimer, ça n'a rien de formel. Ce sont des choses que vous ressentez dans votre chair. Et sans doute une des tragédies du socialisme dans sa version marxiste-léniniste, ça a été justement de prétendre qu'en détruisant les droits dits formels, on allait accéder à une liberté réelle. Ben non, Dewey le constate dès les années 30, et il dit c'est l'inverse. Si on détruit les libertés formelles, on détruit la liberté tout court. Donc il faut plutôt chercher à creuser la liberté et à l'approfondir. Par là, Dewey se distingue donc, vous voyez, des marxistes-léninistes de l'époque, mais il se distingue aussi de ceux qu'on commence à appeler les néolibéraux, qui ont tendance, eux, à considérer qu'il faut surtout éviter tout contrôle social de l'économie, sous quelque forme que ce soit, et surtout au nom de la justice sociale qui, dira Hayek quelque temps plus tard, n'est qu'une illusion, une chimère. Il faut donc surtout laisser ou favoriser la liberté d'entreprendre, mais sans chercher à la réguler
excessivement, comme ça commence à être demandé par des gens comme Dewey aussi, au nom des droits sociaux et au nom des conséquences négatives de l'activité industrielle, c'est-à-dire aussi dans des dégâts écologiques de l'activité industrielle. Alors, il me semble qu'on peut être sensible aujourd'hui à l'idée de Dewey que la liberté, bien sûr, doit être défendue contre les formes de répression étatique directe. Et on le voit aujourd'hui en Russie, en Iran, enfin, dans un très grand nombre de contextes où on voit à quel point il est important de défendre et à quel point il est précieux dans certains pays de disposer de droits, des libertés publiques pour résister à des formes de répression étatique directe. Mais la liberté doit aussi être défendue face à des formes plus subtiles et indirectes d'orientation et de conduite, des conduites, de façonnement des individus, de leurs désirs, de leur rapport à eux-mêmes et aux autres, pas tant ici par les États que par des géants économiques. Et c'est ici un peu cet enjeu de ce qu'on appelle la commercialisation du monde vécu, qui est effectivement un enjeu qui atteint aujourd'hui des niveaux très importants et au fond quasi intimes, à travers les réseaux sociaux, à travers nos navigations sur Internet, ce que nous délivrons sans cesse comme informations commercialisables sur nos goûts, nos aspirations, nos affinités, nos préférences politiques, culturelles et sexuelles même. Tout cela devient matière à algorithmes et cible de multiples incitations publicitaire, commerciale, qui d'ailleurs est politique éventuellement. Maintenant, on peut orienter à peu près l'ensemble de notre comportement à l'aide d'algorithmes, et cela se fait de plus en plus, ça se fait dans des campagnes récentes, et c'est une dimension qui oblige donc à une réflexion sur l'exercice de la liberté dans ce contexte de commercialisation et d'intrication en quelque sorte entre notre subjectivité et des structures commerciales, des structures liées à l'informatisation et à Internet, qui fait que voilà, nous sommes sans cesse en train de nous exposer à des manipulations, en quelque sorte, de notre subjectivité. L'autre aspect qui implique la qualité de notre liberté, c'est le fait que nous avons du coup tendance, avec ces réseaux, etc., à nous traiter nous-mêmes un peu comme une marchandise. C'est philosophe allemand aussi qui parle d'une auto-réification, c'est-à-dire nous nous traitons nous-mêmes comme des choses à valoriser. Nous comptons notre nombre de followers, nous comptons notre nombre de likes. Donc nous avons un rapport quantitatif à nous-mêmes. Et cette sorte de quantification continuelle de notre rayonnement supposé, de notre poids social supposé, là encore, nous intrigue dans des formes commerciales où nous sommes supposés exercer à notre tour notre influence, et il est possible que nous exercions à notre tour notre influence, mais sur un mode sans doute assez biaisé, parce qu'au fond, quoi de plus influencé qu'un influenceur? Un influenceur est quand même quelqu'un lui-même sous influence commerciale. Alors des artistes, des romanciers, des peintres, des cinéastes ont souvent essayé de déchirer, de montrer un peu le degré d'aliénation des formes de vie dans lesquelles nous sommes plongés et que nous tenons éventuellement pour libres, donc de nous montrer au fond que nous sommes moins libres que nous croyons. En un sens, c'est le cas récemment, et je finirai sur cette œuvre controversée du film de Ruben Östlund qui a obtenu la Palme d'Or en 2022, qui est sorti en France sous le titre « Sans filtre ». Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, certainement. Je résume très rapidement. On y voit d'abord justement un couple de mannequins influenceurs, un couple au succès inégal, ce qui entraîne d'ailleurs des problèmes dans leur gestion de l'argent, qui paye l'addition, si en fait la fille est plus riche, etc. Bon, voilà. Ensuite, ce couple est invité, parce que la beauté de la jeune femme, qui est son grand instrument d'influence, qu'elle monnaie évidemment, donc la beauté de la jeune femme leur a valu d'être invités gratuitement dans une sorte de croisière d'hyper riches.
Et donc on se retrouve dans un panel de gens charmants qui sont respectivement des marchands d'armes, des industriels anglais, des industriels russes vendant selon les propres termes du personnage de la merde. Voilà, donc il y a un panel de gens qui sera petit à petit secoué par une tempête, et donc ces gens vont tous se mettre à vomir, à être secoués dans tous les sens. Et alors, bon, déjà, simplement aller voir sur le bateau, ce sont des gens libres. Ils sont libres, aux deux sens d'Arendt, ils sont libres par rapport à la misère. Et ils sont libres politiquement, personne ne les embête sur ce bateau. Mais leur liberté a quelque chose de très déplaisant dans le film. Parce que c'est une liberté qui s'exerce beaucoup par une humiliation plus ou moins consciente des employés du bateau. Et puis, ces corps triomphants, en fait, vont se vider et se retrouveront épuisés. Et bientôt, en fait, le bateau est même attaqué par des pirates, et donc ces gens se retrouvent, enfin, quelques-uns d'entre eux, sur une île, à devoir survivre par leurs propres moyens. Et là, bien, ce qui arrive, ce n'est pas une sorte de reconstruction utopique de la société par les dominés, c'est simplement le fait qu'une de ces femmes plutôt dominées, une employée aux toilettes du yacht, prend le dessus, parce qu'elle a des talents de pêche, etc., et devient un chef très autoritaire, en fait. Elle devient un chef très autoritaire qui réclame aussi des services sexuels du jeune mannequin, etc. Donc voilà. J'ai résumé grossièrement le film. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce film, il semblait, il y a différentes choses, c'est qu'on a bien sûr des rapports de domination, de classe et de genre très affirmés, et qui se trouve subverti dans un deuxième temps, mais cette subversion, en fait, ne produit pas le règne de la liberté, comme disait Marx. Ça n'aboutit pas à une société sans domination, sans classe, etc. On se retrouve avec une autre forme de brutalité. Alors, le film, dans sa partie notamment sur le yacht, se veut un miroir grossissant des tares du capitalisme financier et des gens qui font des fortunes en vendant des mines antipersonnelles, etc. Bon, mais c'est aussi un film qui montre le peu d'espoir, peut-être dans nos sociétés contemporaines, en un dépassement complet de la domination et des rapports de force. Alors même qu'il est situé dans un lieu qui, dans l'imaginaire philosophique et littéraire occidental, est très lié à la liberté, à savoir une île. Une île, on se dit, c'est là qu'on va pouvoir recommencer une petite société, on va pouvoir créer peut-être une nouvelle société. Donc la liberté dont jouissent d'abord quelques privilégiés n'est guère enviable dans le film, parce qu'elle est plutôt obscène. Mais la libération des dominés dans l'île n'est guère enthousiasmante non plus. Alors, est-ce que c'est un film cynique, nihiliste? Il y a un certain nombre de critiques qui ont estimé que c'est un film nihiliste, voilà, cynique, puisque tout le monde est dégueulasse, en un sens. Donc la droite n'était pas contente, parce que voilà, ça caricature le capitalisme. La gauche n'était pas contente, parce que les dominés, une fois libérés, ne sont pas tellement mieux. Bon. Alors, dans une interview, le réalisateur Stone se réfère néanmoins positivement à un ouvrage intitulé « Utopie réaliste », un ouvrage de Rutger, un historien, sociologue néerlandais, je crois, Rutger Bregman, qui plaide notamment pour l'instauration d'un revenu universel, ce qu'on appelle un revenu de citoyenneté, assez facile à financer par une taxation sur les super-profits ou sur la robotisation. Enfin, on considère souvent que ce n'est pas très difficile à financer au plan national, un revenu universel. Ce revenu libérerait un certain nombre d'individus de la misère et leur donnerait peut-être, pour reprendre l'expression d'Arendt, la liberté d'être libre. Donc ce réalisateur, au fond, dit, voilà, moi je n'ai pas de grande illusion sur un grand renversement final de la domination, ou une rédemption de la domination de classe, mais il y a des choses possibles, des utopies concrètes, des utopies possibles, comme ce revenu universel, qui permettrait peut-être d'étendre la liberté d'être libre dont parlait Hannah Arendt et de diffuser un peu plus de liberté concrète. Je vous remercie pour votre attention.